Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, vous êtes sur Radio J et vous avez bien raison. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission des réponses sans tabou, nous allons aborder une question fondamentale, la place et le rôle de la femme dans notre société et celle de la femme juive plus particulièrement dans notre communauté. Rien que ça. En effet, demain, ce sera la journée est consacrée, ce sera la journée de la femme dans le cadre traditionnel de la journée internationale des droits de la femme selon la formule consacrée. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui avec un grand plaisir le professeur Liliane Vanna. Bonjour. Bonjour. Alors, faut-il le rappeler, vous êtes spécialiste droit hébraïque, vous êtes talmudiste et vous êtes la fondatrice de la lecture Sefer dans le courant orthodoxe. Alors tout d'abord, Liliane Vanna, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? C'est très difficile à dire parce que l'état d'esprit dans le contexte du Covid-19, l'état d'esprit dans le contexte de la communauté juive de France qui avance à petits pas, si on peut parler de progrès, et une très grande attente face à des questions importantes que nous allons sans doute traiter dans quelques minutes. Effectivement, Liliane Vanna, vous avez raison, parce que nous vivons depuis quelques mois une période singulière et inédite qui nous oblige encore à modifier nos habitudes, notre fonctionnement, nos méthodes de travail, voire nos relations sociales, familiales et religieuses. Est-ce que les femmes ont vécu cette période différemment des hommes ? Absolument. Je vais faire quand même une distinction entre la première période de mars dernier, le confinement absolu quand l'épidémie a commencé, et ce qui s'en est suivi. Oui, les femmes ont vécu cette période-là et vivent encore cette période-là de manière totalement différente. D'abord, il y a un point commun entre les femmes juives et les autres femmes en France et dans le monde qui ont vécu le confinement, où les violences conjugales se sont accentuées, où il y a eu de plus en plus de problèmes intrafamiliaux étant donné la promiscuité dans laquelle on vivait, le fait qu'on ne pouvait pas sortir, que les enfants étaient à la maison, qu'on ne travaillait pas, etc. Ça, c'est un point commun à toutes les femmes, je pense, dans toutes les sociétés cette dernière année. En revanche, il y a 2 ou 3 points qui sont particuliers à la communauté juive, et je ne parlerai pour le moment que de la France, mais c'est valable également dans d'autres pays. D'abord, la question de la synagogue qu'on ne pouvait pas fréquenter pendant la période de confinement et que par la suite on a pu fréquenter, mais avec une jauge qui nous était imposée par le gouvernement, et ce qui est normal. Alors, pour la période de confinement, c'était une période catastrophique, parce que les femmes ont été complètement lésées dans les considérations rabbiniques et dans la manière de traiter l'espace liturgique, même virtuel, qui ne tenait pas compte des femmes. Alors évidemment, il y avait des Zooms, les femmes pouvaient se joindre aux Zooms, mais les besoins particuliers des femmes par rapport aux hommes n'ont pas été pris en considération. Et je prends un exemple qui était brûlant et sur lequel j'ai beaucoup travaillé et j'ai été beaucoup consultée en mars-avril 2020, c'est la question du mikvé. C'est-à-dire, vous savez que après les périodes de menstruation, la femme doit aller au mikvé avant que les relations intimes entre l'homme et la femme ne reprennent. Et donc, en période de confinement, il était impossible d'aller au mikvé. Néanmoins, on n'a jamais trouvé ni cherché, enfin essayé de trouver une solution pour cette question. On a dit aux femmes d'aller au mikvé. Alors, à cette époque-là, il y a eu même des cas de contamination dans des mikvés ailleurs en Europe. Et on continuait à dire aux femmes en France, en tout cas, je parle là du consistoire, d'aller au mikvé, alors qu'il y avait des risques. Il y avait des risques d'y aller
au lieu de donner d'autres conseils que j'avais proposés à l'époque. Moi, j'avais proposé de fermer les mikvaot, de ne pas permettre les mikvot d'être ouverts parce que c'était un lieu de contamination possible. On savait peu de choses, on en sait beaucoup plus maintenant. Effectivement, un rabbin à Strasbourg a eu cette même idée et il l'a suggéré. Les mikvaot ont été fermés pendant peu de jours et à nouveau rouverts. Donc là, on n'a pas du tout pris en considération les besoins des femmes et les solutions qui existaient, parce qu'il n'y a pas que le mikvé, on peut aller se purifier dans la mer, dans le ruisseau, dans un lac, etc. Et en France, on a assez de sources d'eau pour cela. Donc la question du mikvé était très délicate pendant le premier confinement, elle s'est résolue par la suite, mais pendant les semaines du confinement absolu qu'on a eu, c'était une catastrophe pour les femmes. Peut-être... Alors attendez, professeur Liliane Vanna, on va essayer de réfléchir avec vous plus particulièrement sur la femme juive en tenant compte de ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, dans nos sociétés, les femmes ont accès à la grande majorité des postes. Elles sont médecins, archéologues, chercheurs, universitaires, elles peuvent être des femmes politiques. Diriez-vous, Liliane Vanna, que la femme juive elle a trouvé partout sa place et qu'elle ne l'aurait pas trouvée à la synagogue? Absolument. Absolument. Ni à la synagogue, ni dans l'establishment juif. Permettez-moi de donner comme exemple, il y a quelques semaines, la deuxième femme au Vatican, la deuxième femme en importance, la deuxième personne en importance au Vatican est une femme depuis quelques semaines. Donc le Vatican a su trouver une place pour une femme, c'est une religieuse, une bonne sœur. Ou dans le cadre de la communication, pas dans le cadre des places théologiques. Elle a été dans la responsabilité de la communication. Non, mais on ne va pas discuter de ce classe-là. Non, c'est important de le souligner parce que... Non, on ne va pas le souligner parce qu'on ne donne pas tous les détails. Une partie des détails peut être préjudiciable au sujet. Le fait est qu'il y a une femme numéro 2 au Vatican. Communication ou pas communication, nous n'avons pas ça. Alors, je disais, une femme juive, elle pouvait être astronaute, mais elle n'a pas trouvé sa place à la synagogue. Ben non, parce que nous n'avons très, très, très peu de femmes présidentes de synagogues, il y en a quelques-unes, mais elles n'ont pas leur place. Elles sont présidentes, mais elles ne prennent pas la parole. Elles ne peuvent pas prendre la parole comme dans la synagogue comme un président, ne serait-ce que pour annoncer de faire une annonce. Inutile de faire un commentaire biblique, inutile d'autre chose. Non, vous parlez d'une intervention orale à la Teva. Oui. Oui. Et ça, on va vous reprocher de dire, mais c'est contre la halakha. Il n'y a pas de halakha. Le rabbin non plus n'a pas le droit de prendre la parole dans la synagogue. Personne n'a le droit de prendre la parole pour interrompre la prière. Si le rabbin prend la parole, c'est parce qu'il y a une halakha qui dit qu'on peut parler entre deux parties de la prière. Donc c'est à ce moment-là que le rabbin prend la parole. Mais je vous ferai remarquer, il y a des non-rabbins et il y a des non-juifs même, mâles, de sexe masculin évidemment, qui prennent la parole, mais pas des femmes. Donc la halakha n'est pas par rapport aux hommes et aux femmes, la halakha est par rapport au moment où on a le droit de parler ou dans la synagogue en pleine prière. Donc là, non, les femmes n'ont pas leur place, et même lorsqu'elles sont présidentes, parce qu'on le laisse, elles n'exercent pas leur présidence comme les hommes. Et je répète, elles sont très peu nombreuses. Il y en avait il y a 2 ou 3 ans, c'est le président du consistoire qui l'a dit, qu'il y en avait 2 ou 4, je ne sais plus, sur les quelques 80 communautés dans la région parisienne. Donc les femmes juives peuvent avoir des fonctions, très hautes fonctions dans la société civile, mais pas dans la synagogue, ni dans la communauté, ni dans le cadre des institutions communautaires. Je tiens à préciser que pour la question de la place des femmes dans la synagogue, pendant les fêtes, par exemple, les dernières fêtes, les grandes fêtes de Tishrei, de Kippour, Rosh Hashanah, etc., les femmes ont été particulièrement lésées.
parce que à cette période-là, on pouvait déjà fréquenter les synagogues, mais avec une limite de nombre de personnes, et il fallait s'inscrire, ce qui est normal puisque on était en période de Covid et de règles sanitaires à respecter. Et bien, quand les hommes s'inscrivaient, on prenait leur inscription et lorsque une femme voulait s'inscrire, il n'y avait pas de place pour elle. C'est dans la plupart des synagogues, pas dans toutes. Je sais qu'il y a quelques synagogues qui ont correctement fonctionné, mais dans la plupart des synagogues, c'est ce qui s'est passé. Liliane Vanna, est-ce qu'on n'est pas en train de confondre un peu les problèmes qui sont posés, qui sont inédits sanitaires, qui imposaient de prendre des décisions dans les synagogues, dans les mikvaot, etc., et les problèmes d'ordre halachique ou de statut de la femme? C'est-à-dire que quand vous dites, par exemple, que les mikvaot n'ont pas fonctionné, moi, je peux témoigner ils ont fonctionné. Je peux témoigner que c'est pas exact ce que vous dites, parce que je connais des femmes qui allaient au mikvé pendant le confinement. Non, c'est exactement le contraire que je disais. Je disais que j'étais contre, personnellement, le fait que les femmes aillent au mikvé pendant le confinement, parce que c'était dangereux et on ne savait pas grand-chose. Mais c'était ouvert, vous dites que c'était pas ouvert. Or, non, je dis que c'était ouvert et j'étais opposée à cette ouverture. D'accord, mais les femmes pouvaient aller au mikvé selon certaines consignes sanitaires. Non, selon les consignes du consistoire également. Non, mais elles pouvaient donc accéder. Comprenons-nous bien, est-ce que le mikvé était interdit aux femmes pendant le confinement, ou c'était simplement une précaution qui avait été donnée de ne pas laisser les femmes venir au mikvé sous risque de contamination? Il n'y avait aucune précaution. La précaution, c'est moi et une Non, c'est pas personne. Vrai. Liliane Vanna, c'est pas vrai. Pendant mars et avril, c'est vrai. Les mikvaot étaient ouverts. Certains mikvaot, il y a quelques exceptions. Peut-être que la règle générale était ça, mais il y avait certaines exceptions de mikvaot qui ont ouvert spécialement décontaminés pour quelques femmes. Je ne dis pas que peut-être la règle générale c'était de fermer. Oui, mais on n'a pas. Je persiste et répète que les mikvaot étaient ouverts et la consigne était d'y aller. Et moi, j'étais contre parce que ça mettait la santé des femmes en danger. On ne savait pas grand-chose. Surtout même si ça avait été les respects hygiéniques, les respects sanitaires. Oui, il y a eu des mikvaot qui ont augmenté la quantité de chlore. Or, le chlore est très, par rapport au corps féminin, est très préjudiciable pour leur santé. Très bien. Alors maintenant, sur la place à la synagogue, il y a quelques années, c'était inimaginable. L'ancien président du consistoire, Moïse Cohen, avait fait rentrer 4 femmes dans l'administration du consistoire. C'était très important. Est-ce que c'était une avancée, selon vous? Bien sûr, je rends hommage à Moïse Cohen qui, envers et contre tous, a fait entrer des femmes au consistoire. Mais ça continue aujourd'hui. Elles sont présentes, mais elles n'occupent pas des fonctions, comment dirais-je, importantes, telles qu'elles puissent changer quelque chose concernant le statut des femmes dans la communauté. Je voudrais quand même ajouter que pour le moment, concernant ce qu'il se passe dans les synagogues, nous devons nous fier juste aux déclarations des présidents ou autres personnes de l'établissement consistorial. Mais ce sont des déclarations. Nous n'avons aucun moyen de les vérifier parce qu'il y a une opacité totale sur les informations qui nous sont communiquées. Alors, donc, Liliane Vanna, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes une pierre dans la chaussure de certains rabbins, parce que vous êtes un professeur et quand vous parlez de les problèmes de la femme juive ou les questions concernant la femme juive, vous savez de quoi vous parlez. Et c'est ça qui gêne certains rabbins, c'est que vous posez des questions dont vous connaissez la réponse et qu'eux ne connaissent pas la réponse. Et là, vous bousculez des normes, vous êtes quelqu'un qui pose des problèmes parce que vous nous bousculez et vous voulez qu'on aille vite alors que la société, elle va doucement. C'est ça que vous reprochez ? D'abord, je ne prétends pas qu'ils ne connaissent pas les réponses. Je pense qu'ils n'ont ni la volonté, ni le souhait, ni le courage de faire quoi que ce soit pour le statut des femmes. Je ne les accuse pas d'ignorance. Non, on va parler tout à l'heure du guet, de la Gouna, si vous le voulez bien. Oui, mais je suis professeur, certes, mais je suis halachiste. Et c'est en termes de halakha que je pose les
questions et je tente d'apporter des réponses. Et Dieu merci, je ne suis pas la seule à apporter des réponses. Il y a des poskim, des halachistes ailleurs dans le monde juif qui apportent ces réponses. Mais dans la communauté juive en France, il n'y a aujourd'hui aucune volonté de prendre la question de la place des femmes dans la société à bras-le-corps et de la discuter, de la réfléchir, de réunir des savants autour de cette question, des spécialistes, des rabbins et autres, pour discuter de ce qu'on peut faire. Comment se fait-il que jusqu'aujourd'hui, une femme ne peut pas prendre la parole dans la synagogue? C'est absolument impensable. Un non-juif, un officiel qui vient à la synagogue peut prendre la parole tout simplement parce qu'il est un homme, alors qu'une femme ne le peut pas. C'est absolument inadmissible. Si je donne l'exemple des bat mitzvah, des benot mitzvah, la bat mitzvah, aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes à ce qu'on la célèbre. Mais le consistoire va nous dire, ou les non-consistoriaux aussi, de manière générale, le Coran encore orthodoxe, mais qu'est-ce que vous voulez? On célèbre les bar mitzvah. Non, c'est un bluff. Pourquoi? Parce que la bat mitzvah n'est pas célébrée pendant l'office, au Shabbat, comme pour les garçons. Elle est célébrée le dimanche, dans un machin qui n'est ni une prière, ni une célébration quelconque. Je dis bien un machin. Alors, je ne vais pas être désobligeante à l'égard de toutes ces bonnes volontés qui essayent de le faire le dimanche, mais c'est une catastrophe. Il n'y a aucune raison que la fille ne célèbre pas sa bat mitzvah dans la synagogue le Shabbat au cours d'une prière. Il n'y a aucune raison qu'elle ne fasse pas un discours. Et je ne parle pas de la lecture de la Torah ou de la Megillah, sur laquelle j'espère que vous allez me poser une question, parce que c'est très important, et c'est ce que nous faisons dans Lecture Sefer. Alors, juste une question, une parenthèse, Liliane Vanna. Est-ce que la femme juive a-t-elle vraiment besoin d'une journée internationale de la femme juive? Je dirais qu'elle en a besoin plus que les autres femmes dans le monde. Ah, vous pensez ça? Hélas, oui. Vous pensez que la femme juive n'a pas trouvé un rôle subalterne dans le couple, dans la famille, dans la société juive? C'est pas qu'elle n'a pas trouvé, on l'empêche d'avoir. Mais parce que nous, mari ou fils ou petit-fils, moi j'ai vécu en tout cas le contraire de tout ça. J'ai vécu avec une grand-mère qui était un chef d'état-major. Mais... Je vis encore avec une femme qui est un chef d'état-major. Mais je comprends pas le problème, c'est que si c'est simplement prendre la parole à la synagogue, si c'est simplement célébrer la bat mitzvah, c'est bien sûr c'est très important. Ça, on peut discuter. Mais est-ce que vous comprenez que vous bousculez une situation qui peut être en contradiction avec la halakha? Et certains vous diront, si c'est contre la halakha, je ne vous suivrai pas. Non, ce n'est pas contre la halakha. Je suis halachiste et vous savez très bien que je suis extrêmement rigoureuse en matière de halakha. Non, ce n'est pas contraire à la halakha, mais c'est contraire au machisme. Alors, vous êtes une combattante pour le guet. On vous a suivi non, depuis... je voudrais quand même terminer. Allez-y. Ce n'est pas contre la halakha qu'une femme prenne la parole, qu'une bat mitzvah soit célébrée, qu'on lise la Torah, etc. Ce n'est pas contre la halakha. C'est contre l'idée personnelle, individuelle de certains hommes dans la communauté qui empêche. Ce n'est pas la halakha. Je ne laisserai pas malmener la halakha. La halakha est bonne. Les hommes Est-ce qu'il y a une halakha qui autorise les femmes à lire le Sefer Torah? Bien sûr. Oui. Et la Megillah également. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Vous êtes la précurseur de celle qui a lancé depuis quelques années la lecture de la Megillah par des femmes. Et aujourd'hui, ça prend une ampleur très importante. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette ampleur et de cette motivation qui se dessine tous les ans? Oui, je suis précurseur peut-être en France, mais dans le monde, je viens à la traîne. On l'a fait beaucoup des décennies avant de moi. Mais en France, effectivement, j'étais la première à avoir organisé une lecture de la Torah, Simchat Torah, par les femmes en présence des hommes avec une mechitza. Et c'est ce que je fais depuis des années. J'organise des lectures de la Torah et de la Megillah dans un espace égalitaire. Je dis bien que l'espace est égalitaire, c'est-à-dire les hommes et les femmes sont assis parallèlement et les femmes lisent la Torah ou la Megillah devant eux. Dans ce sens-là, professeur Liliane Vanna, vous êtes une halachiste, une talmudiste, vous partagez la position, ce que j'entends, de la fille du Rav Ovadia Yosef.
qui dans ce sens-là, veut l'émancipation des femmes sur le plan halachique. Absolument, c'est une femme remarquable, c'est une femme orthodoxe, elle est remarquable, elle fait énormément de choses pour la place des femmes. Mais pour Lecture Sefer, dont je suis la fondatrice, je voudrais dire, vous m'avez posé la question, est-ce que je suis satisfaite? Oui. Oui, terriblement, et non en même temps. Je suis satisfaite parce que au début j'étais seule et maintenant je ne le suis pas. Ces dernières années, il y a eu des groupes, des jeunes, moins de 30 ans, qui se sont organisés. C'est pas moi qui ai organisé, c'est eux. Et je leur rends hommage en disant, on veut lire la Megillah ensemble. Des garçons et des filles. Et c'était magnifique. Des garçons et des filles. On a vu même des filles chanter les bakachotes il y a quelques jours. Oui. Et donc, ils veulent organiser une lecture de la Megillah, mais ils s'adressent à moi pour me dire comment on fait, quelles sont les règles, comment on s'y prend, etc. Eh bien, figurez-vous que l'année dernière, il y a eu 5 lectures. Moi, j'ai organisé une seule, mais il y en a eu 5 autres qui sont organisées indépendamment, pas à mon initiative. Ça, c'est un succès. Mais... En revanche, ce qui ne va pas, c'est que lorsque, en 2017, j'ai fait cette lecture à Marseille, on a eu des menaces de mort de la part de la communauté orthodoxe à Marseille et de la part du consistoire de Marseille. Vous pouvez les lire. Mais est-ce que vous comprenez, Liliane Vanna, que parfois, certaines personnes vous disent « il y a des lignes rouges que moi je ne peux pas dépasser ». C'est pas lui qui doit la dépasser. Liliane Vanna peut dire ce qu'elle veut, mais il y a des lignes rouges, je respecte la halakha. Vous comprenez cette position? Ce n'est pas Liliane Vanna, c'est la ligne rouge de la halakha et je la franchis jamais. Donc, encore faut-il que ces gens-là connaissent la halakha. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose, parce qu'il nous reste quelques minutes. C'est, vous allez lire dans cette semaine dans Actualité juive, la nouvelle association Jewel dirigée par Dorit Elbaz. Il y a une avancée significative de cette association qui vient d'être choisie par le Comité mondial du Guet pour devenir son antenne française. Et parmi les objectifs figure la défense des droits des femmes, notamment le droit civil et religieux, à l'obtention du guet. Dorit Elbaz, d'ailleurs, dans son interview dans Actualité juive, dit « Elle n'écarte pas l'idée, dit-elle, de mener des actions radicales, si nécessaire en étroite collaboration avec les autorités rabbiniques, pour intimer au mari de donner le guet. » Vous partagez cette position ? Bon, je partage toute position qui chercherait une solution pour le guet. Maintenant, pour le détail de ce projet, je ne connais pas encore toutes les personnes qui y participent, donc je reste prudente. Et collaboration avec les rabbins, ça, j'ai un petit peu de doute. Je suis un petit peu dubitative, parce que jusqu'à présent, malgré les scandales qu'il y a eu, et le grand scandale de 2014 où le grand rabbin de Paris a été impliqué. Mais est-ce qu'il est dans son rôle? Excusez-moi, le grand rabbin de Paris peut être dans son rôle, dans son statut, de rappeler la loi. Vous ne pouvez pas lui dénier en 2014, il n'a pas rappelé la loi. En 2014, il y a eu des chantages financiers, etc. Nous n'allons pas revenir sur ce scandale. Il n'était pas dans son rôle. Son rôle, c'est de mener une remise de guet correctement. Ça n'a pas été fait. Et c'est souvent fait de manière préjudiciable aux femmes. Donc, la collaboration avec le rabbinat, je la souhaite, et elle est importante. Et vous souhaitez participer avec des rabbins consistoriaux ou non consistoriaux à une réflexion plus élargie sur le guet. Moi, je le veux, c'est eux qui ne veulent pas. Comment ça se fait que jusqu'à présent, il n'y a eu aucune commission? C'est ce que je propose depuis longtemps. Un comité, une commission qui réfléchit, qui travaille en commun, qui est avec des différents spécialistes. Mais ils ne la veulent pas. Ils veulent travailler, ces rabbins-là, du consistoire en tout cas, et autres d'ailleurs, travailler de manière autoritaire et imposer ce qu'ils veulent. En quelques mots,
Liliane Vanna, on aura d'autres émissions. Un souhait pour les auditeurs dans le devenir de la femme juive demain. Je souhaite d'abord que l'establishment fasse un peu de progrès, c'est lui. Je souhaite également que les femmes juives en France s'expriment davantage. Je les appelle même à menacer de ne pas faire des dons à l'establishment si on ne fait pas quelque chose pour leur statut. Elles ont un pouvoir. Je les appelle à s'exprimer. D'où vient cette énergie, Liliane Vanna? Et j'appelle les institutions à travailler avec plus de transparence. Liliane Vanna, d'où vous vient cette énergie? De mon amour pour le judaïsme orthodoxe auquel j'appartiens. Liliane Vanna, merci d'avoir été notre invitée ce matin dans des réponses sans tabou. On a parlé de la femme, de la place de la femme juive dans la communauté et plus en général dans la société. Merci d'avoir accepté notre invitation. On reprendra cette discussion peut-être avec un rabbin face à vous. S'il a le courage de m'affronter. Il aura le courage, il aura le courage. Ils sont courageux les rabbins. Merci, à très bientôt, bonne semaine. Merci à vous.